À 3 km/h, la péniche a du mal à être compétitive. Pourtant, c'est de loin le mode de transport le plus économique et le plus écologique. Avec une même quantité de pétrole, une péniche transporte 5 fois plus de marchandises qu'un train et 10 fois plus qu'un camion. Le tout sans bruit et sans accident. Il est 7 h du matin sur le canal de Lyon. Une péniche s'apprête à charger de l'orge à destination de la Hollande. Gilles Bouchard et son épouse Marine sont les propriétaires du Kéros. Il pourrait bien pleuvoir. Ah, Gilles, ils arrivent, je crois. C'est à Migène qu'ils ont donné rendez-vous à 3 passagers venus du Gers. Enchantée, Marine. Ah, je suppose que c'est Gilles, je suppose. 3 amis qui ont décidé de s'offrir une semaine de vacances en péniche pour découvrir la vie au fil de l'eau. C'est vraiment précaire. Marine et Gilles ont transformé une partie de leur bateau en chambre d'hôte. Je vais vous montrer les cabines, comme ça tu choisis la cabine que tu veux. Un complément de revenus, mais surtout le plaisir de partager leur style de vie avec des passagers. Alors, donc là, vous avez une première cabine. Oui. Tu as des prises de courant qui sont en dessous. Et là, si vous avez des chargeurs, on a un petit peu adapté le lit pour que ça puisse donner un petit peu plus d'aisance. Oui. Ici, tu as les rangements. Tu as des rangements pour ta valise. Et puis, en bas, tu as le lavabo, les toilettes, la douche. Et puis, derrière la douche, tu as une penderie. Voilà. Et alors, l'autre cabine. Alors, vous verrez un petit peu comme vous voulez vous installer chacun. Oui. Donc là, pareil, c'est pas Bon, tout à c'est fait la pareil. même disposition. Mais sinon, il y a les placards de rangement là et là. Ici, vous avez aussi la salle de bain, la douche, les toilettes. Ça vous plaît, Arlette? Ah oui, c'est génial. Moi, je trouve ça très très bien. Ouais. C'est pas grand, mais ça vous plaît? Non, oui. Pas grand, mais c'est bien agencé, c'est bien pensé, quoi, en fait. On a essayé de garder les espaces fenêtres parce que par rapport au hublot, ça nous plaît quand même mieux quand tu te réveilles de voir l'eau. À l'extérieur, le remplissage des cales va bon train. La principale difficulté de l'opération est de répartir le chargement pour équilibrer la péniche. Tu veux qu'on l'étale? Ouais. Bah c'est surtout, tu vois, le tirer vers toi, là. Sur le Kéros, chacun est libre de participer aux activités. À peine arrivé, Marcel met déjà la main à la pâte. Moi, je suis plutôt dans l'édition, alors ce qui fait que le maniement de la pelle, de la truelle et puis du blé, c'est pas tellement mon métier d'origine. Hein. Je suis venu en vacances, mais je participe également aux travaux, c'est ça qui est intéressant. Parce que découvrir un métier, c'est aussi donner un coup de main. Avant d'appareiller, il faut attendre encore 2 heures pour finir de charger. Le parcours du Kéros se décide toujours au dernier moment, au fur et à mesure des missions confiées par l'affréteur. Les Gascons n'ont appris qu'avant-hier leur lieu d'embarquement. Encore un tout petit. Et ils découvrent seulement maintenant le trajet qu'ils feront durant leur semaine à bord. On a chargé à la Roche-Migène. On va descendre d'abord Lyon, la Seine. On va rejoindre la Seine, on va redescendre la Seine, traverser Paris, qui sera malheureusement la fin de notre voyage. Mais bon, ça paraît très court comme ça, tranquillisez-vous. On avance relativement doucement. Et il y a beaucoup de choses à voir, c'est très joli. Ouais. D'accord. Ça représente combien d'écluses, ça? Ça doit représenter 29 écluses à peu près. D'accord. Et en kilomètres, combien ça peut... Bah, je pense 200, 225, 200, ouais. dans ces eaux-là. à peu près. À 6 km/h de moyenne, Gilles a prévu d'atteindre la Hollande en 13 jours pour livrer sa cargaison. Le Kéros navigue sans aucun arrêt, du lever au coucher du soleil.
Marine, entre deux écluses, prépare le premier repas du voyage. Avant, j'étais dans une maison, on avait à peu près 120 mètres carrés. Bon, la cuisine, évidemment, est beaucoup plus grande. Là tout est sous la main. Entre l'avant, le logement, les cabines, on doit avoir à peu près 55 mètres carrés. Bon, on a quand même la chance, on n'a pas un jardin. On nous demande si le jardin nous manque pas, mais tous les soirs, on a un jardin différent. C'est rare de cuisiner, de voir le jardin qui bouge. Donc ça, c'est très agréable aussi. Vous voulez aller manger? Le repas est servi. Ouais, bon, super. Après avoir travaillé. Avec plaisir. Et même pour le déjeuner, il n'est pas question d'arrêter le bateau. Attends, je vais sortir. Il n'en manque pas. Allez. Bon appétit. À l'heure du repas, Gilles et Marine se relaient au gouvernail. Là, je reste en rive droite. Ok. Bon appétit. À tout à l'heure. Un réveil à 7 h du matin et le déjeuner à 15 h. Des horaires inhabituels pour des vacances. Notre grande difficulté, en fait, par rapport à nos hôtes, c'est de leur faire comprendre, bien comprendre que c'est un bateau de commerce. C'est notre métier de transporter la marchandise. Et donc, ce sont aux hôtes de s'adapter à nos horaires et aux contraintes de notre profession. C'est-à-dire souvent de se lever très tôt le matin, des fois on termine très tard également. Tout en sachant que nous, on ne vient pas faire du tourisme, on vient vraiment participer à la vie de bord. Découvrir la vraie vie de marinier, c'est justement ce qu'est venu chercher Marcel. On a passé tous les trois notre permis pilote de péniche donc à Cahors. Et comme de toute façon on n'a pas l'expérience de piloter donc une péniche, on est venu auprès de Gilles et Marine donc prendre cette expérience. Un trajet de 225 km rythmé par 29 écluses. Autant d'occasions pour Marcel de passer aux travaux pratiques. Non, à gauche, je pense. À moins qu'il ait envie. Il me semble que c'est des portes de la droite, non? À droite, Marine, derrière Monaco. Aujourd'hui, Marine l'initie à la technique du passage d'écluse. Mais dans ce cas-là, tu regardes bien son arrière. Tu vois le bollard où il y a le grand bollard. Et nous, on va se mettre à celui qui est juste avant. Donc pas celui-là, mais celui-là. Allez. Non, 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 tu veux arrêter, empêcher d'avancer. D'avancer, sens des aiguilles d'une montre. Pas les mains. Pas les... Sens des aiguilles d'une montre. Sens des aiguilles d'une montre. Dessous. Recule bien tes mains et ton dos aussi, essaye de te tenir plus droit, sinon tu vas te casser. Et là, tu regardes le bateau, tu commences à serrer. Refais un tour, parce que là, tu le serres pas assez. Mais pas tes mains, pas tes mains, pas tes mains, pas tes mains. Tu gardes tes tours. Non, tu défais pas tes tours, tu gardes tes tours. Tu fais ça et tu regardes de combien il te reste. D'accord. Voilà, c'est ces petites astuces qu'on n'apprend pas dans les livres ni dans les cours. Et c'est pour cette raison que c'est intéressant de participer à 2 ou 3 voyages de mariniers. On n'est pas bateau-école du tout, mais ils viennent voir le rythme. Comment se passe une journée, est-ce qu'on a envie de se lever le matin, est-ce qu'on a envie de faire la journée, descendre, sortir aux amarrages. C'est un petit échantillon, disons. Dans la batellerie, on est marinier de père en fils. Mais pour Gilles et Marine, l'aventure a commencé il y a seulement 8 ans. Je suis photographe en fait depuis l'âge de 17 ans, professionnellement. Donc j'avais envie de faire autre chose et faire enfin de la photo pour moi. Très attiré par les bateaux, parce qu'on faisait beaucoup de voiles avec Marine. Je me suis tourné d'abord vers les voiliers, bon, je ne savais pas trop. Et puis en fait, j'ai découvert le monde fluvial. À son poste de pilotage, Gilles en profite pour s'adonner à sa première passion. J'ai des centaines de photos de l'avant du bateau, toujours le même cadrage, du poste de pilotage, mais avec des centaines de paysages différents. Sous la pluie, sous la neige, de nuit, de jour.
Marine, elle, était infirmière. Une fois leurs 3 enfants devenus adultes, elle a accepté de partager la passion de Gilles pour les bateaux et de se lancer avec lui dans leur nouvelle vie. Quand on a imaginé ce projet, on avait envie de voyager, on avait envie de faire du bateau, on n'avait pas les sous pour acheter un bateau de promenade. Et finalement, l'idée est venue d'elle-même que travailler en même temps que voyager, c'était peut-être pas mal. Pour photographier la nature, le Kéros avance à une vitesse idéale. Mais parfois, le paysage réserve quelques surprises. Ça, c'est super dangereux parce que là, tu peux ouvrir le bateau en deux. Hein. Et l'autre jour, on était sur la Meuse. Ils avaient un protocole de dragage. Là. Et entre Namur et Liège, ils avaient retiré 80 voitures. Et pourtant, l'état des canaux s'est amélioré ces dernières années. Globalement, je trouve que les canaux et les voies d'eau en France sont assez propres. Tu ne vois pas du tout des conserves partout, des bouteilles. On a discuté avec des gens des services d'hygiène sur la Saône, ils disaient que c'était baignable. Apparemment, là, on a vu que sur Lyon, c'est baignable. Et ils nous disaient que sur les petits canaux, avant, les gens, ils faisaient les vidanges. Et il y a un monsieur qui nous disait que quand ils étaient petits sur le canal, ils se mettaient au bord de l'eau comme ça, ils lançaient des allumettes et l'eau prenait feu. Parce que tu avais plein de fioul, tu sais, qui restaient. Et il dit ça, on ne le voit plus. Enfin, tu ne vois pas ça. Il est 20h30. La prochaine écluse est fermée jusqu'au lendemain matin. Gilles doit s'arrêter en rase campagne. Problème, le quai a disparu et le mauvais état des berges l'empêche de s'approcher suffisamment du bord. L'amarrage est sur la berge. Déjà, il est de l'autre côté du chemin de halage, donc normalement, on n'a pas le droit de s'y amarrer parce que si quelqu'un se prend la nuit dans la corde, nous sommes responsables, donc il n'est pas bon. Et en plus de ça, notre passerelle qui fait quand même 6 mètres, il manque encore presque 2 mètres pour arriver à la berge. Donc là, je ne sais pas comment on fait pour s'amarrer et descendre. Alors l'autre solution, tu vas contre les portes d'écluse. C'est un peu agaçant parce que quand on fait 12 heures de navigation, on est content de s'arrêter le soir quand même. Et on passe encore 1 heure à essayer de descendre à terre, de mettre le bateau en sécurité. Finalement, Gilles décide d'essayer sur l'autre rive du canal. Je ne m'amarrerais pas comme ça sur s'il y avait du courant ou s'il y avait des passages d'autres bateaux, parce qu'en effet, ça risquerait d'arracher. Mais là, c'est juste pour stabiliser le bateau, pour pas qu'il aille... pour pas trop qu'il s'écarte, mais il n'y a pas trop de danger là. Le Kéros, enfin immobilisé, c'est l'heure de la pause pour tout l'équipage. À bord, changement d'ambiance. Tous les soirs, c'est dîner aux chandelles à la table du capitaine. On a droit à se reconstituer après une journée comme ça. Oui, c'était une journée très dense. Une journée de travail. Santé. Bon appétit. Oui. Au rythme des écluses, la péniche descend la Seine et Marcel poursuit sa formation. L'équipage longe les belles demeures de la région de Fontainebleau et le fleuve s'élargit. Le Kéros s'approche de la capitale. Après 6 jours et 200 km de navigation, ils arrivent à Paris. D'est en ouest, et pendant les 13 km de traversée, la péniche va passer sous la trentaine de ponts qui enjambent la Seine.
Les Gascons découvrent la ville depuis le fleuve. C'est un instant particulièrement attendu par l'équipage. Un 38 mètres montant sortant du bras de la Monnaie. Pour Laurent, c'est une expérience inédite. J'aboutis un voyage et une forme d'initiation au fluvial. Voilà, donc je ne suis pas un simple spectateur, je me sens aussi un peu acteur dans la navigation et là où je suis. Voilà, je ne suis pas que passager, je suis aussi navigant. Alors il veut profiter de cette traversée pour réaliser un vieux rêve. J'aimerais beaucoup passer le pont des Arts à la barre. Tu crois que ça va être possible? Eh bien écoute, on va essayer, pourquoi pas. Essayer. C'est bon? Allez, vas-y, c'est bon. Ok. Je prends laquelle? Voilà. Tu vas prendre celle-là, celle qui est tout droit là. Je suis le bateau. Suis le bateau, suis le bateau. Bah, vas-y, à gauche, puis je vais t'accélérer pour te remettre dans l'axe. C'est quand même pas donné à tout le monde de passer le pont des Arts avec un 38 mètres et 250 tonnes de marchandises dans la cale. Vous êtes comme un gamin, vous êtes content au rire. Pareil. Hein? Pareil. Ouais, pareil. Eh ben voilà, bravo, c'est fait. Merci. La perspective est hallucinante. Regarde, La statue et la tour Eiffel derrière. C'est fabuleux. Cette perspective, unique au monde, c'est la dernière image que garderont les Gascons de leur voyage au fil de l'eau. Pour Marine et Gilles, le périple continue. Nous les retrouverons tout à l'heure en Picardie avec d'autres passagers pour découvrir un des trésors des canaux français, le tunnel de Rigval. À 600 km plus au sud, entre le Massif central et le Languedoc, au pied des Grands Causses, les gorges du Tarn. Un canyon creusé par la rivière au fil du temps. Ici aussi, les hommes ont toujours vécu au rythme de l'eau. Avant la construction de la route en 1910, ils circulaient dans les gorges en passant par le Tarn. Héritiers de cette histoire, aujourd'hui les bateliers perpétuent la tradition. Guide dans les gorges, Olivier Jassot est batelier depuis 12 ans. Dès qu'il n'y a plus le moteur, il n'y a quasiment pas un bruit, on n'entend que les oiseaux. Et moi, c'est ça que je trouve très agréable. Pourtant, la navigation sur le Tarn nécessite une certaine dextérité. C'est un passage délicat, Olivier? Un petit peu, celui-là, ouais. Disons que si on rate son coup, on peut aller faire un tour sous les branches. Rien de bien dangereux, mais ça surprend. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer là. Illustration. La conduite du bateau, proprement dit, c'est pas forcément le plus dur. Ce qui est le plus long à acquérir, c'est la lecture des courants. C'est-à-dire quand vous voyez une veine d'eau, savoir ce que chaque courant va faire sur votre bateau, de quel côté ça va le dévier, et s'en servir pour passer le mieux possible et en forçant le moins possible, en laissant travailler la rivière. Si on place bien le bateau, c'est le courant qui fait le plus gros du travail. Avant la route, il y avait des bateliers dans toutes les familles,
qui transportait les hommes, les chèvres et les marchandises d'un bout à l'autre des gorges. C'était aussi un métier d'appoint pour les agriculteurs de la région. Alors là, on va arriver dans les détroits, donc la partie la plus resserrée des gorges. Les détroits, c'est la zone la plus spectaculaire des gorges, où les falaises atteignent jusqu'à 500 mètres de hauteur. Et là, à quelques mètres de hauteur, dans ces falaises, on a une plante assez originale. Ça s'appelle la grassette. Et c'est une plante carnivore. C'est la petite plante vert très pâle qui pousse en touffe dans les taches humides. Alors, les moucherons se collent sur les feuilles et sont digérés directement à la surface. Dans les gorges du Tarn, certains villages restent encore inaccessibles en voiture. Ils rappellent que les hommes vivent ici depuis le 7e siècle. Témoins de leur lutte de pouvoir, des châteaux, comme posés sur les rochers. Ce hameau est lui aussi inaccessible en voiture, comme une île au bord du Tarn. Autrefois, plusieurs familles y étaient installées. Aujourd'hui, une dizaine de propriétaires continuent à vivre ici plusieurs mois de l'année. Parmi eux, Jean Bansillon. Et voilà. Tiens. Il supervise une journée collective de chantier à Hauterive. Bernard. Depuis ce matin, 20 tonnes de pierres ont déjà été acheminées par la benne depuis la route jusqu'au village. Une à deux fois par an, des dizaines de volontaires amoureux de Hauterive viennent prêter main forte aux habitants. Sans brouette à moteur, on ne peut rien faire ici. Si on n'a pas ces outils, on peut toujours essayer avec la brouette à bras, hein, mais peu de chances d'aboutir. Avant, la pierre, bien souvent, il a prélevé sur place. Et s'ils avaient la pierre à monter, soit c'était dans des corbeilles, soit c'était éventuellement avec des ânes ou mulets. Voilà. Au sommet du village, les volontaires construisent des murs qui retiennent la terre et que l'on appelle ici des bancelles. Dans l'ancien abri du moulin, une autre volontaire passionnée. Elisabeth Granier habite à 1 heure de route d'ici, mais pour rien au monde, elle n'aurait manqué cette journée. C'est quand même un patrimoine exceptionnel dans une biodiversité exceptionnelle. Donc on aide à restaurer les maisons. Puis bon, moi je suis une amoureuse des vieilles maisons. J'en ai. Et c'est bien de s'y mettre à plusieurs parce que c'est un travail énorme que de restaurer tout ça. Oublié depuis plus de 200 ans, l'abri du moulin était autrefois un lieu important du village. Ici, ils devaient entreposer ou le blé ou la farine. Imaginez, dans les années 1800 ou 1900, ils ont dû refaire le monde ici plus d'une fois. C'était un lieu convivial, le moulin. C'était là où les gens se retrouvaient, entre la vallée et le Causse. Donc c'était quand même dommage de laisser partir, tomber en ruine ce bâtiment. Après plusieurs heures d'efforts, pour Elisabeth, c'est la récompense. Là, c'est beau. Regarde. Tu passes un coup de balai, Rose, là, pour voir. Ah. Ouais, c'est beau, ça. Ah, c'est beau, ça. Ah, ouais. Là, c'est magique. C'est le cadeau de la journée, ça. Et la dalle, elle est magnifique, elle est polie, si tu regardes bien, regarde. Regarde comme elle est polie, cette dalle. Elle est usée par le temps. Ça c'est une mémoire. C'est pour ça que c'est un cadeau. Là, on est en train de retrouver le sol qui a été foulé par des gens il y a des, je dirais pas des centaines d'années, 200 ans. 200 ans. Et ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est l'âme d'une maison, en fait, le sol. Ça fait ressurgir une vie, la vie d'antan. Sur le toit de l'abri, l'autre chantier du jour. Voilà. C'est la pose de cette gouttière en bois, fabriquée à l'ancienne par Jean Vernet.
On pose. Ouais, eh ben vas-y, je la tiens, moi, vas-y. Artisan de renom dans la région, il participe à la rénovation de Haute-Rive depuis plus de 13 ans. C'est une belle réalisation. Je trouve que pour le patrimoine, la conservation du patrimoine, c'est vraiment un exemple. C'est parti d'une maison là-haut sous Castellose et puis tout le village s'est fait. C'est formidable. Allez, on va passer aux essais. J'espère que ça va couler du bon côté. Hein. Ouais, bravo. Mais la spécialité de Jean Vernet, ce sont les toits de Lose, qu'il restaure dans le respect de la tradition. On vérifie s'il n'y en a pas de cassé. Il n'y a rien, il y a des fois des petites écailles qui s'en vont, des petites strates, mais bon, c'est pas grave du tout. Aujourd'hui, avec son fils, il procède à la vérification des toits de Haute-Rive. Ça va impeccable tout. Ouais, elles sont belles. Excellente tenue. La différence, c'est que ceux qui sont en ocre donc, viennent d'être faits l'année dernière ou cette année. Et puis ceux qui sont patinés, ce sont les plus anciens. Là, c'était l'ancienne école, ici. Et toutes les écoles, c'est du fait du 19e, elles étaient faites toutes à peu près sur le même modèle, en ardoise de schiste. Isolés au-dessus de la rivière depuis toujours, les bâtisseurs de Haute-Rive ont su s'adapter à leur environnement. Ces maisons sont complètement écologiques. Tout a été fait sur place. La pierre a été prise ici et la lose a été prise ici. Le sable au Tarn, c'est vraiment la représentation tout à fait idéale du développement durable. À la fin de la journée, les volontaires sont conviés dans la maison de famille de Jean Bansillon. Il la restaure depuis plusieurs années. Je venais lorsque j'avais 10-12 ans, passer mes vacances au bord du Tarn. Bon, c'était la pêche, c'est accompagner ma grand-mère à amener le troupeau sur les versants de part et d'autre. C'était aller chercher l'eau à la fontaine qui se trouve de l'autre côté, donc en rive droite. C'était les parties de pêche avec mon oncle. C'était les parties de braconnage, allez, je peux vous le dire aussi. Et je me dis, j'ai un devoir quelque part, par rapport à ceux qui ne sont plus là et puis par rapport à ceux qui vont venir, de faire en sorte que ça puisse être au moins conservé à l'état, voire amélioré, quoi. Bon, je crois qu'il va falloir aller manger, hein. De l'autre côté de la rivière, d'autres habitants du village. Claire et Noël Bonpoix, 80 et 88 ans, partagent leur vie entre Paris et Haute-Rive. Ils y passent 7 mois de l'année. Heureusement qu'on a la veine, parce qu'avant, autrefois, il fallait descendre toutes les courses jusqu'à la barque, traverser en barque avec toutes les courses, mettre toutes les courses dans son dos, tous les deux, on avait 40 ans de moins. Aujourd'hui, les provisions traversent dans la benne, tandis que le couple rejoint le village à l'ancienne, en barque. La maison des Bonpoix se trouve à une demi-heure de marche à pied. Elle est située tout en haut du hameau et surplombe la rivière à flanc de montagne. Je pense à tous ceux qui ont fait ce chemin, qui ont peiné pour survivre ici, parce que la terre est elle n'est pas du tout riche, hein. Bon, faut aimer la pierre hein, pour vivre ici, parce qu'il n'y a que ça. Et nous voilà arrivés, avec le bon soleil. Formidable, hein. Toute cette vue, moi, je m'en lasse pas. Le matin, je regarde ça. Vous vous rendez compte le luxe que c'est d'être là, comme ça, d'avoir tout ça pour soi, tout seul. Hein. Castellos. C'est ici qu'est perchée la demeure que Claire et Noël ont achetée en 1968.
Alors là, ici, il faut imaginer cette pièce enduite, parce que à l'époque, les gens trouvaient que la pierre, c'est un peu triste à la longue, c'est froid. Et on a passé notre temps, les premières années, on travaillait, on n'avait qu'un mois, à enlever tout le plâtre et toute la suie, et puis ensuite tous les joints. Là. Combien de kilomètres? 5 kilomètres en tout. 5 kilomètres de joints. Aujourd'hui, la maison a retrouvé son charme, mais le confort y reste précaire. Grâce à cette citerne, nous sommes autonomes. Là, il n'y a pas d'eau courante. Il faut l'eau, c'est dans le Tarn, c'est un peu loin pour le faire monter. Alors, il y a une citerne de 6000 litres. Grâce à ça, on est sauvés. On n'a pas besoin d'eau courante, à vrai dire. Si on l'avait, ce serait pas mal. Mais on est sauvés, vous voyez. Voilà. Nous n'avons que de l'eau de pluie. C'est très bon, d'ailleurs. À l'étage, au sommet des voûtes de pierre, une curiosité témoigne de l'ingéniosité des bâtisseurs. Ça, c'est pas pour prendre des saucissons. Les réserves sont les témoins de voûte. C'est-à-dire que ça doit s'agiter comme ça. Si ça ne s'agite pas, ça veut dire que la voûte se resserre vers le haut et que donc elle est en train de s'écarter à la base. Mon mouvement est très exagéré, hein, c'est pas à ce point-là. Je suis astucieux d'avoir mis dans une maison un témoin comme ça, de la solidité de la maison. On peut vérifier à longueur de journée si c'est bon ou c'est pas bon. Par la fenêtre, la vue sur la vallée du Tarn est imprenable. C'est extra, vous avez 180 degrés là, rien que pour vous, il y a les oiseaux qui volent. On voit les barques parfois, les voitures, elles tiennent dans mon pouce, hein, les voitures, quand elles passent. C'est pas gênant. Ça rappelle quand même qu'on n'est pas isolé complètement. 2 siècles après sa construction, la maison de Claire et de Noël est toujours debout, à peine menacée par la chute d'un rocher. Il a quand même eu la courtoisie de ne pas tomber sur la maison, alors on peut le remercier. De pas, disons, 4 mètres, hein, ou 3-4 mètres, de chaud. Heureusement on n'était pas là, disons, on aurait une trouille. La maison est un peu en sursis quand même, les... En sursis, mais ça tombe tous les 10 000 ans, ça. Et puis, il faut bien risquer un peu sa vie. Quelle plus belle mort que de mourir sous un rocher dans un pays où on aime tant la pierre. En achetant à Hauterive il y a plus de 40 ans, Claire et Noël sont également devenus propriétaires de ce château, au-dessus de la maison. Un château en ruine qui surveille les gorges depuis le Moyen-Âge. Nous reprenons le fil de l'eau pour découvrir à 5 km de là un autre château, posé sur les rives du Tarn. Un monument du XVe siècle, transformé en hôtel il y a plus de 100 ans. La Case est le plus beau château des Gorges avec son restaurant gastronomique réputé dans toute la région. C'est ici que Sandrine Lecroc a connu son mari. Elle était alors jeune apprentie. Nous nous sommes rencontrés ici, donc il y a maintenant effectivement 21 ans. Et on a eu un gros coup de cœur et puis comme le lieu est très très enchanteur, et bien on ne s'est plus quitté. Et un jour on y est revenu pour partager ces moments avec les clients en fait. Voilà. Au sous-sol, en cuisine, chef, Jean-Paul, le mari de Sandrine, communique avec la salle du restaurant grâce à une caméra et une oreillette. On y va là, 6 les suites. Un bar, un agneau, rosé, un bœuf à point. Allez, c'est parti. Jean-Paul Lecroc est un défenseur des produits de la région. Le bœuf de l'Aubrac ou encore la truite. Mais son plus gros coup de cœur, il l'a eu il y a longtemps pour la truffe. C'est vraiment ici qu'on a découvert la truffe noire, parce qu'il en pousse partout. Du coup, nous, on en proposait, on en a acheté pour le restaurant.
Un jour, avec mon épouse, on en a goûté des sauvages en quantité suffisante pour l'apprécier, je dirais, avec un bon vin dans les bonnes conditions. Là, ça a été la révélation. Ce que Jean-Paul aime par-dessus tout, c'est partager cette passion pour les produits de sa région avec des apprentis venus du monde entier. Joanne Larcher a 22 ans. Étudiante à l'école hôtelière de l'île Maurice, elle a parcouru 10 000 km pour venir en stage ici. Dédé, tu me mets la sauce sur l'agneau, le jus? J'ai jamais quitté Maurice. C'est ma première fois. Et pourquoi la France alors? C'est pour connaître les produits de terroir et connaître les plats gastronomiques. Tu vas rester avec moi, Joanne, alors du coup? Oui, chef. Allez, je vais t'expliquer. Du coup, les viandes, tu les as vues, mais jamais dressées? Non. D'accord. Alors, du coup, les premières, je vais t'expliquer comment on dresse. Tout à l'heure, tu rapporteras les truffes pour le bœuf. Okay. Tu sais, c'est les truffes blanches d'été, là, comme on avait parlé l'autre jour. C'est bon, la truffe jaune? Oui, chef. Tu veux goûter? Tu prends un peu de pain grillé, là. Tu mets un chouïa de beurre dessus. Le cuisinier veut transmettre à Joanne son goût pour la truffe blanche. Et pour goûter la truffe, il faut qu'il y en ait, quoi. Faut pas qu'il y en ait une montagne, mais il faut qu'il y en ait. Tu mets un tout petit peu de sel, un tout petit peu d'huile d'olive, et tu le manges. Moi, si j'étais toi, je le mangerais d'un coup. Mais il faut que tu y arrives. Hein. Baptême pour la jeune Mauricienne, sous le regard curieux de Jean-Paul. C'était bon? Oui. C'est bien léger. Mais agréable. C'est pour ça que je tiens aussi à ce qu'elle goûte. Parce que comme ça, elle découvre et puis elle s'imprègne du produit. Et puis après, disons, c'est elle qui va créer son histoire autour. Mais c'est sûr que des produits comme ça vous marque et ça vous lâche pas, quoi. C'est une expérience de plus. Je vais dire que j'ai mangé de truffes. Dessus, comme ça, oui. Un petit grain de sel, un petit peu de ciboulette là-dessus et on envoie. C'est bon, c'est bon. Les garnitures, ça suit? Joanne a 4 mois pour s'initier au secret de la cuisine du sud de la France. Demain, elle a rendez-vous pour découvrir son premier marché de la région. Et derrière, on a un veau, un bœuf bleu. Il est 7 h du matin. Au pied de la cathédrale de Mende, c'est jour de marché. Jean-Paul veut initier Joanne au trésor culinaire de la région. À commencer par l'aligot. En fait, c'est des pommes de terre et puis de la tome de fromage de l'Aïol, là, enfin de l'Aubrac. Oui. C'est le Cantal frais. Enfin, frais, pas vraiment frais, parce qu'on laisse, voilà, on le laisse un tout petit peu fermenter. Mais après, il y a une quantité spécifique ou... Pour 1 kilo de patates, il faut 500 grammes de tomes à peu près. Patates, c'est pommes de terre. Hein. D'accord. Parce que chez nous, patates, c'est doux. Ah oui? Oui. Ah oui, c'est pommes de terre douces. Mais tu sais quoi, tu fais de l'aligot à la pomme de terre, à la patate douce? Allez, vas-y, Jo. Filet, là? Le geste semble facile. Joanne se risque à filer l'aligot. Ah ouais, mais il faut attraper la cuillère à fond. Et tu vois, tu l'attrapes par en dessous, là, comme ça. Oui. Et tu la soulèves. En fait, il faut la faire filer. Ah, d'accord. Alors, tu sais, ça servait... À l'origine, ils faisaient ça pour nourrir les pèlerins qui passaient sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, comme sur le bois, qu'ils n'avaient pas grand-chose à leur faire manger, qu'ils avaient des pommes de terre et qu'ils avaient de la tome de vache, ils se faisaient une purée pour nourrir les pèlerins. Un peu plus loin, une autre découverte pour l'apprenti, la poitrine roulée. Ça, c'est comme le lard mais maigre. Et ça, tu vois, ils le roulent. En fait, dedans, ils mettent du sel, du poivre et roulé comme ça. Ça, tu sais à quoi ça sert? Ça sert pour le déjeuner le matin, quand tu vas à la chasse, tout ça. Mais ce que Jean-Paul est venu chercher, ce sont des fromages pour la table de son restaurant. Chez son producteur attitré, au nom prédestiné de Monsieur Seguin. Voilà, les frères Seguin qui ne font que du fromage de brebis. De brebis. Et voilà, la chèvre, elle est partie, vous connaissez l'histoire, la chèvre donc.
Elle est partie à la montagne. Depuis, on ne sait pas si la chèvre elle est née chez nous, mais en tout cas, nous, on n'a que des brebis. Vous connaissez l'histoire, Joanne? La chèvre de Monsieur Seguin, oui. Comment pas connaître l'histoire? On l'étudie à l'école. La spécialité des frères Seguin, c'est la tome des Grands Causses. Tu peux pas l'avoir goûté? Il faut se méfier, on se lève la nuit pour en manger. Hein. On n'est pas obligé de fermer le frigo à clé après. Hein. Ah bon? Donc très régulière, des petits trous d'ouverture. Bien typé. Comment vous le trouvez? C'est bon? Ça c'est bon, c'est pas trop fort. Alors, c'est bien. Aujourd'hui, la faire relâche. Voilà, mais merci et puis donc bonne continuation. Bon, merci et puis à bientôt. Et puis le bonjour mon père. Après le marché, Jean-Paul veut faire découvrir à Joanne le vin de la vallée du Tarn. Jusqu'aux années 60, le long des gorges, les vignes étaient partout, accrochées à flanc de coteaux. Avec l'exode rural, elles ont complètement disparu. Mais aujourd'hui, des pionniers recréent ce paysage d'antan. Élisabeth Boyer et Bertrand Servière étaient vignerons dans le Bordelais. Ils ont tout quitté pour participer à un programme de réhabilitation des vignes dans les gorges. Cette année, ils préparent leur 4e récolte, dans des conditions de travail plutôt difficiles. Elle est à combien la pente là? Oh, elle est à 40. 40%, je pense. Là. Donc ça commence un petit peu à... Oui, c'est pas... On s'en aperçoit. Et dans le monde, quoi, c'est... Quand on fait des choses qui demandent plus de rapidité, c'est vrai qu'on souffle, hein, on a de la peine. Hein. Faut y aller plan. Sur tous les coteaux, il faut imaginer des vignes. C'était que des vignes avec des amandiers en bordure de chaque parcelle. Il y en avait partout, au-dessus, il y en avait même en face. Alors que c'est pas bien exposé, hein, c'est exposé nord. Et on a du mal à s'imaginer qu'en face, là, à la place de ces pins, tout était cultivé. Voilà, c'est difficile à s'imaginer, mais ça devait être vraiment magnifique. Quoi. Bonjour. Jean-Paul présente à Joanne les vignerons avec qui il travaille. Vous êtes où? Ça, c'est la première vigne que vous avez plantée? Non. Celle-là, elle a été plantée en 2007. Voilà. Ah oui. Parce qu'ils sont petits encore, hein, les cèpes. Oui, mais c'est un petit peu normal. On n'est pas sur des terrains très riches, hein, donc il faut quand même le temps que la vigne s'implante et grossisse. Hein. Mais sinon, la jeune Mauricienne n'a jamais vu de vigne, elle a tout à apprendre. Là, en fait, on est au stade fin de floraison, oui. Et le grain vient juste de se former. Là. Ah, mais ça, là, c'est une grappe de raisin ou... Alors, la grappe, c'est ça. C'est okay. Tout ça. Et le grain c'est juste ce petit truc-là. Voilà. Joanne découvre les différents cépages de cette parcelle. C'est fait comme ça, oui. Je vais couper une pousse assez longue. Donc là, on est sur la Syrah. Hop, ici. Et on va prendre ça. Oui. Et là, on est sur le pinot noir. Et en fait, tu vois déjà... Les tiges, ils sont... Voilà. Les tiges, elles sont un petit peu plus rouges de ce côté. Oui. Là, pas du tout, elles sont vraiment vertes. Tu vois, voilà, quand on les retourne... On voit la différence. Ben celui-là est pratiquement glabre, ouais. Pas de poils. Là, c'est très duveteux. Tu vois, c'est très blanc. Donc ça fait partie, si tu veux, des caractéristiques pour reconnaître chaque cépage. C'est bien. Ça vous intéresse, Joanne, tout ça? Ben oui, déjà que en parlant à l'école, et du coup, le voir là de près, c'est différent. La formation continue avec un petit cours de dégustation. Les vignerons proposent une association originale. Pélardon, le fromage de chèvre de la région, et vin blanc.
Quand on goûte du vin, hein, la plus simple, c'est de dire ça me plaît pas. Pour du chardonnay, c'est vif. Hein. Il y a beaucoup de sauvignon dans celui-là. Ah ouais. C'est plus. Marqué sauvignon. T'aimes ça? Oui. Avec les poissons. Souvent on dit voilà des rouges avec le fromage, tout ça. Bon, à une époque, on avait vraiment des préjugés, tu vois. Aujourd'hui, tu peux y aller sans problème. Le blanc va des fois même mieux sur des fromages que certains rouges. C'est bon, hein, le pélardon. Là, on va vous faire goûter quelque chose, c'est assez particulier. Elisabeth et Bertrand ont maintenant une surprise qui renoue avec la tradition du vin tel qu'il était produit autrefois dans la vallée. Donc ça se déguste dans les verres. D'autrefois. Alors oui, ils sont pas plus fous qu'ailleurs. Après, c'est marrant, mais... Ouais. Après, c'est bien fait quand même. Hein, c'est bien fait quand même. On dit maintenant, c'était des vins qui étaient vraiment pas bons, mais c'était des vins qui étaient adaptés à leur mode de vie, à leur consommation. Jusque dans les années 60, on va dire, le vin était considéré comme un aliment. Les gens arrivaient à boire 5-6 litres de vin par jour. Ah ouais. Je me dis aussi, peut-être que les vins n'étaient pas aussi forts. Oui, mais... ça c'est sûr, oui. Mais à côté de ça, ils faisaient quand même des travaux pénibles, des efforts, donc ils le suaient aussi. Si vous pouvez me prendre en photo avec plaisir. Monsieur. Hop, allez, la petite photo souvenir. Rendez-vous est pris dans quelques mois pour les vendanges. Merci. Oui. Les vignes d'Elisabeth et Bertrand dominent un petit trésor du XIIe siècle, au bord du Tarn. Hop là. Un village que les vignerons font découvrir aujourd'hui à leur fils Camille. Regarde Camille, regardez la maison. Elle est accolée au rocher. C'est le rocher qui la tient. T'as vu s'il tombe, il écrase la maison. Oui, le quoi? Ah oui, Là, il y a un T'as nid, vu ouais. dans le mur? Le pressoir, vigne, tu vois, regarde. Donc là, tu vois, il faisait du vin. Ça, c'est sûr. Ici. Après 14 ans passés dans le Bordelais, le couple profite chaque jour de la beauté de cette région. Regarde, on voit les vignes là-bas. T'as vu, Ah là? Le Villaret. Au Villaret, là-haut. Tu vois, toutes les parcelles. On arrive devant l'ancienne chapelle du petit village de Castelbouc. c'est où que je le dis? Là? Là. Qu'est-ce que tu arrives à lire comme date, là? Le 1, le 3, le 8, Oui. 2. Et tu vois, elle est toujours intacte. Elle a été protégée Il lui manque par peut-être un peu le clocher. Des siècles ont passé dessus et puis elle est toujours à peu près en bon état. C'est l'heure de la pause déjeuner au bord de la rivière. Un moment privilégié de détente en famille. Regarde comme il va vite. Regarde. Tu vois? Et qu'est-ce qu'il fait? Là, il y a tous les petits oiseaux qui amènent la nourriture. Regarde où il monte dans le trou, regarde bien. Regarde comment il fait pour entrer. Hop! Bertrand est né sur le plateau au-dessus de la vallée. Pour lui, aujourd'hui, c'est un retour aux sources. Mais je ne pensais pas honnêtement en revenir faire notre passion ici. Mais parce qu'en fait, pour faire le projet qu'on a fait, il faut bouger des montagnes, on va dire. Donc c'est quand même un petit peu aussi, c'est sympa, c'est un petit challenge intéressant de relancer cette culture ici. Donc c'est vrai que c'est sympathique. Je crois qu'on a une chance quand même de faire ça ici, quoi. Pour Elisabeth, en revanche, la région est une découverte. Même si le travail est plus dur, je me sens plus tranquille, quoi. Plus posée, pas toujours plus détendue, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je profite davantage de la nature et de tout ce qu'il y a autour, quoi. Nous remontons encore le Tarn vers le mont Lozère, jusqu'aux sources de la rivière.
Un paysage enchanteur. Une alternance de vasques et de cascades. Véritable petit paradis pour les pêcheurs à la mouche. Stéphane Faudon est guide de pêche. Bon, ça n'a pas souffert tout à l'heure, tout ça devrait aller. À 39 ans, cet amoureux de la nature vit de sa passion. Ce coin-là, il est un peu magique, quoi. Ces blocs, cette eau bleue, ces truites, le fait qu'on ait cette plaine avec ces cascades en dessous, c'est changeant. C'est hyper important de préserver ça au maximum. Aujourd'hui, il a choisi les sources du Tarn pour initier un groupe d'amateurs à la pêche à la mouche. Leçon numéro 1, pour attraper la truite, il faut d'abord repérer le poisson quand il gobe les insectes à la surface de l'eau. Quand une truite elle a gobé à un endroit, elle ne va pas changer de poste. C'est-à-dire que la truite, elle attend la nourriture, elle ne va pas la chercher. Donc, vu qu'on a vu le gobage, on sait où poser la mouche pour essayer de la faire. Pour simuler la mouche, nourriture favorite de la truite, le pêcheur utilise des leurres. Là, c'est une petite mouche au cas où il tombe sur des poissons. C'est une petite mouche noire qui marche bien ici. C'est une petite mouche noire avec un petit toupet blanc qui permet de bien voir la mouche. Il y a du poil de lièvre, du coq noir et de la queue de veau blanche. Ce qu'elles voient ici, les truites, c'est surtout le déplacement. Le déplacement et la hauteur. Hein. Donc c'est pour ça que là, à partir de la dalle, là, on va filer quoi. Leçon numéro 2, l'approche. Elle doit être la plus discrète possible. Plutôt, tu vois, sur la sortie du courant. Mais au moins, ça te permet de voir un peu la précision. Tu vois, si t'es bon dedans. Là, on voit qu'il est dedans. C'est une pêche où on est obligé de se mettre au niveau de la rivière. C'est une pêche qui vide et qui décontracte. On pourrait faire une thérapie avec ça, je suis persuadé. Parce que j'ai des gens qui arrivent très stressés et ils repartent, ils sont comme une fleur, quoi. Des gens qui sont vraiment dans le boulot, dans les tracas, le stress de la vie, les voitures, ils arrivent là. Ah, t'as vu, c'est pas les tonnes de la Dordogne, hein? Ah non, non. Le pêcheur, une fois la truite attrapée, la relâche immédiatement. Elle fait repartir. Voilà, hop. Elle est repartie. Comme ça, elle pourra faire des bébés pour l'année prochaine. On relâche tous les poissons sauvages. Sur ces secteurs comme ça, c'est important de préserver au maximum toutes ces populations pour que justement nos enfants ils puissent en profiter et que ça puisse perdurer. Gardien de la rivière, Stéphane met un point d'honneur à apprendre à ses stagiaires les gestes qui garderont intact cet environnement exceptionnel. Et là, donc, plutôt que de mettre le fil par terre ou dans une poche pour qu'il tombe après, c'est une poubelle à fil. Tous les fils usagés, donc on les stocke sur une sorte de bigoudi. Et comme ça, après, on peut le mettre quand on rentre à la maison, donc à la poubelle. Et ça permet de ne pas jeter le fil dans la nature, puisque les petits oiseaux peuvent s'y prendre les pattes dedans. Et c'est important, en tant que guide, de montrer ce bon exemple pour que la pêche, elle perdure dans le bon sens. Celui-là, il glisse. Hein. La journée se termine, mais Stéphane réserve une dernière surprise à ses élèves du jour. Au pied du château de la Case, après le coucher du soleil, l'éclosion des insectes à la surface de l'eau fait sortir les truites. Là, hop, truite ça. Attaque, celle-là elle est bien placée là. Elle est belle en plus. Avale. Hop. Monte. Oh, ça met une bonne, non? Ah, c'est une vannoise. Fin de la leçon pour les amateurs et début du service du soir au restaurant du château. Quatre mois ont passé depuis l'arrivée de Joanne, la jeune Mauricienne. C'est son dernier soir en cuisine. 2 couverts, un Saint-Jacques, une terrine, 2 bœufs à point. La jeune apprentie a fait du chemin
sous l'œil attentif de Jean-Paul. Vous n'avez pas vérifié là? Ah, vous croyez que j'ai pas regardé, mais j'ai jeté un petit coup d'œil. Non, en vérité, je sais que maintenant c'est bien. C'est bien, sinon je lui laisserai pas faire. Du moins, voilà. Non, je sais que c'est bien, quoi, il n'y a pas de problème. Joanne, voilà, elle maîtrise ce qu'elle fait. Ce qu'on lui a appris, elle sait le faire. Quand elle détermine, il faut toujours vérifier s'il y a le pain grillé. Il y en a encore. Joanne donne même des conseils à Gaël, le nouveau stagiaire. Oui, on y va. Après, on prend un petit peu de caviar et de courgettes. On le place en biais. Aux côtés de Jean-Paul, elle a beaucoup progressé. Au début, j'étais moins rapide, j'étais très lent et je courais dans tous les sens pour prendre les produits. Et maintenant, j'ai fait ma mise en place avant de commencer. Je galère moins. J'aurais jamais su que j'allais pouvoir montrer à quelqu'un ce que moi j'ai appris, ce que moi-même je ne savais pas avant. Avant de quitter la France, une dernière expérience attend Joanne, les vendanges. C'est ce matin que commence la récolte du raisin sur les bords du Tarn. La 4e pour Elisabeth Boyer et Bertrand Servière, qui ont replanté des vignes dans les gorges. 15 volontaires sont venus leur prêter main forte. Quand on arrive au bout du rang, on ne repart pas de suite, on va aider ceux qui n'ont pas fini pour pouvoir repartir tous ensemble. Les raisins, quand vous les mettez dans les seaux, quand vous les videz dans les caisses, voilà, tout en délicatesse. Joanne participe avec toute l'équipe du château de la Case. Joanne et Sylvain, vous vous mettez là, vous vous mettez donc tac là. Pour la jeune Mauricienne, c'est une première. Elle retrouve les grappes qu'elle avait vues mûrir 4 mois plus tôt. Et ben, je prends la plus grosse. Elle est bien juteuse. Chaque année, les habitants de la région donnent un coup de main à Elisabeth et Bertrand. Une façon pour eux de les encourager. Ça permet d'aider ces jeunes là qui sont pleins de courage. Hein. Il faut tout réinventer, là, il n'y a rien. Hein. Ils sont partis de zéro. On est bien content que ça marche et puis que ça a l'air bon. Hein. On a testé le blanc. Je crois qu'on aura un bon millésime pour l'année prochaine. On y va de l'autre côté? Pour ses premières vendanges, Joanne a déjà pris le pli. Maintenant, on commence à aller vite. Fatigant? Juste un petit peu pour les dos, mais j'ai eu la meilleure technique. Avant, je faisais ça, j'avais mal là et c'est mieux de se mettre sur les jambes. Allez, Joanne, je vais vous vider. Allez. Et puis ton compagnon, il est galant, alors il va te donner son seau vide et il va prendre ton seau plein. Ah ouais. Tiens, c'est bien. Ah oui, oui. Dans quelques jours, Joanne rentre à l'île Maurice, forte de sa nouvelle expérience dans les gorges. Mais je ne peux pas passer par le bail. Ouais, c'est bien. Pour Elisabeth, c'est le moment de la récompense. Les vendanges, c'est quand même l'aboutissement de toute l'année de travail. Et c'est à la fois, quand on prépare, c'est angoissant, mais quand on y est, après, là, c'est la fête. Donc sur une journée aussi belle, d'autant plus. Retour sur le Kéros, la péniche de Gilles et de Marine Bouchard. Dominique et François, un couple d'amis, les ont rejoints sur l'Oise, au nord de Paris. On va essayer, tu vois, demain d'être à l'entrée du canal de Saint-Quentin. D'accord.
Et il faut quand même cavaler pour que demain soir, on sera à l'entrée du tunnel. Parce que le tunnel, c'est comme tu as des horaires de passage. Ils vont passer 4 jours à bord, jusqu'à la frontière belge. Eux aussi vivent sur une péniche à Lyon, mais la leur est immobile. C'est un rêve qui se réalise, là. J'adore l'eau, je suis bien sur l'eau, je trouve ça génial. On retrouve des sensations qu'on retrouve sur tous les bateaux, qu'ils soient à voile ou à moteur. La seule différence peut-être dans la perspective, c'est que le voilier s'agite, alors que là c'est plat. Et c'est la seule. Comment tu vas voir? Gilles a laissé la barre à François qui découvre la faune picarde. Ouais, regarde le busard là qui décolle, c'est magnifique. Non, ça c'est un héron. Ils volent au-dessus de nous et ils vont se poser les hérons vont se poser à 20, 50, 100 mètres de nous et sur la berge et ils attendent qu'on passe. La vague, si tu veux, doit pousser le poisson qui doit remonter sur les berges. Et le héron, tu le vois, il plonge. C'est l'association de la bête, et donc de temps en temps, tu en as 3 ou 4 qui tournent pendant 10 minutes. Ils font des allers-retours comme ça. Dans les cales, les 250 tonnes d'orge à livrer en Hollande. Le Kéros fait sa première escale à Longueuil-Annel. Ce village est un haut lieu de l'histoire batelière. Beaucoup de ces maisons sont habitées par des mariniers à la retraite. Donc ils décorent leur maison lorsque le bateau est vendu. Tout ce qui est un peu accastillage, la devise, les ancres, le mât, les gens les gardent et gardent le souvenir de leur maison. Un des derniers cafés. L'expression éclusée, ça vient des mariniers parce que quand le marinier il était toujours à la barre, au moment où le bateau allait rentrer dans l'écluse, il y avait d'autres personnes qui tiraient le bateau, qui lui accrochaient le bateau et c'était le moment où il pouvait un peu souffler, se mettre au chaud et au sec. En général, ils en buvaient un petit coup derrière la vareuse et du coup l'expression est restée d'aller écluser. À quai, il reste une péniche datant de l'époque où les mariniers éclusaient. Entièrement restaurée, elle offre aux visiteurs un témoignage de la vie des bateliers. Sur un bateau de commerce, comme on a toujours, on peut faire des chargements de charbon, de gravier, etc. Par précaution, on se déchausse toujours avant de rentrer dans le logement pour ne pas salir l'intérieur. Sans ça, sans ça, ça serait infernal de vivre comme ça. Donc c'est une habitude, tout le monde se déchausse. C'est le même bateau. C'est le même. Le conservateur du musée, Rémi Delmet, est petit-fils de marinier. Au niveau de la décoration, on est vraiment dans les années 30. On remarque les boiseries tout autour. Alors on a des bois un petit peu exotiques qui résistent à l'humidité forcément. On a du teck, de l'acajou. Vous avez un plancher assez joli également, presque Versailles, je dirais. Des placards en ébénisterie, des miroirs pour agrandir la pièce, du marbre, une fausse cheminée. Tout était bon pour apporter confort et réconfort après les dures journées de travail. Leur intérieur était la seule richesse des mariniers de l'époque. Et puis donc les petites chambres après sur le côté, vous en avez une de chaque côté de la cheminée, aussi pour profiter de la chaleur ici. Cabinet de toilette. Voilà, le cabinet de toilette et puis les petits lits. Ah oui, on dormait en chien. Ah ouais, fusil, Chien de fusil. Ah ouais. Oui, avec des gros oreillers. Oui, c'est ça. Ah oui, semi-assis. Semi-assis, Au XIXe siècle, la vie des bateliers était rude et rapportait peu. Pourtant, le fluvial est resté longtemps le principal moyen de transport de marchandises. Après le chargement, il fallait naviguer, été comme hiver. Avant l'apparition des péniches à moteur, les plus riches utilisaient des chevaux ou des tracteurs pour tirer leurs bateaux. Mais les moins fortunés tractaient leur embarcation à la force du dos, à l'aide d'une corde en lin appelée la bricole.
On faisait du 800 mètres à l'heure à l'époque. Enfin, c'est pas mal quand même, vu le C'est poids. pas mal quand même. Hein. 800 mètres à l'heure. Ouais, 800 mètres à l'heure. On se mettait donc une corde plate. Gilles, tu vas te mettre comme ça. Comme ça. Voilà. On n'arrive pas à imaginer qu'on puisse tracter une péniche en fait, il faut donner de 300 tonnes. Un bon coup sec dès le départ. Comme il est sur l'eau, il va vous suivre tout doucement. Et les mariniers de l'époque, on les appelait les ramasseurs de persil. Ils étaient toujours comme ça, à tirer leur bateau et à ramasser, comme s'ils ramassaient le persil au bord du canal. Les ramasseurs de persil. Ouais. Le voyage continue vers le nord. C'est une étape importante pour Marine. À chaque passage, elle en profite pour se ravitailler à la ferme. C'est l'une des dernières à faire vivre encore cette tradition. Autrefois, les bateliers trouvaient auprès des éclusiers des marchandises à acheter ou à troquer. On va quoi faire l'arrêt. Il m'a mis des petites cébettes aussi. C'est quoi tout ça, Marine? Tout ce que j'ai? Ouais. Alors j'ai un gros poulet, des petites cébettes, des pommes de terre nouvelles, des salades, des radis. C'est le marché ici? C'est un marché à domicile, c'est encore mieux. Puis c'est du producteur au consommateur. Donc là, c'est vraiment c'est tout frais. C'est cueilli de pas longtemps, hein, je crois. Ouais, de ce matin. De ce matin, ouais. Le fait d'acheter comme ça, je trouve que c'est une bonne façon de nous relier entre les gens à l'écluse, les mariniers, d'avoir un vrai dialogue. Et maintenant que les écluses sont automatiques, on voit moins les éclusiers. Donc c'est aussi une occasion de pouvoir se rencontrer. Dominique et François profitent de cet arrêt pour faire une escapade à vélo. La lenteur du Kéros laisse aux cyclistes quelques heures de liberté sans risquer de se faire distancer. Ils veulent découvrir l'abbaye de Vaucelles, près du canal de Saint-Quentin. Ce monastère cistercien bâti au XIIe siècle était l'un des plus grands d'Europe. Sa pièce maîtresse, le scriptorium. C'est la salle où les moines copistes retranscrivaient les manuscrits religieux. Il faisait tellement froid que l'encre de leur encrier arrivait à geler. Et en silence, ils allaient donc réchauffer leurs mains et faire fondre l'encre dans leur encrier dans le chauffoir, qui était une petite pièce juste attenant à cette grande salle. Pendant ce temps, sur le canal, le Kéros peine à avancer. C'est à cause de la vase qui s'accumule et ralentit la péniche. Malgré le renouveau du transport fluvial en France, pour Gilles, l'entretien des berges et des canaux pose problème. Là, c'est un peu ralent parce qu'on a des berges qui sont complètement effondrées. On voit tous les morceaux d'herbe qui tombent dans l'eau. Et ça veut dire que toutes ces parties qui manquent sont vraiment sous le bateau, au fond de l'eau. On se prend des caillasses dans les hélices, on se prend des branches très souvent. Il faut faire la marche arrière pour enlever les branches. Le risque, si vraiment personne n'entretient, on ne pourra bientôt plus passer sur ce type de canaux, comme le canal de Bourgogne qui a été interdit au commerce, qui a comme tirant d'eau maintenant 1,60 m. Même les bateaux hôtels ne peuvent plus y aller pratiquement. Donc à la longue, c'est la fermeture de tous ces petits canaux, de tout ce patrimoine qui est magnifique, quoi. Ça, c'est notre grand concurrent, le train. C'est toujours un peu déprimant de voir passer un train, alors que toi, tu avances à 3 à l'heure en poussant la vase. À 3 km/h, la péniche a du mal à être compétitive. Pourtant, c'est de loin le mode de transport le plus économique et le plus écologique. Avec une même quantité de pétrole, une péniche transporte 5 fois plus de marchandises qu'un train et 10 fois plus qu'un camion. Le tout sans bruit et sans accident. Dominique et François sont remontés sur le bateau pour découvrir l'un des ouvrages d'art les plus exceptionnels des canaux français.
Un tunnel de 5,5 km entièrement creusé à la main et inauguré en 1810 par Napoléon et Joséphine en personne. La méthode pour traverser ce long tunnel est la même depuis plus d'un siècle. Trop étroit pour que les péniches se croisent, c'est en convoi que se fait le voyage. Merci. C'est bon ? Oui. Il ne reste plus aujourd'hui que 2 sites dans le monde où l'on utilise cette méthode. Ouf. C'est super lourd. Avec les autres bateaux, c'est un peu comme un petit train. On s'accroche tous les uns aux autres et c'est le tueur qui tire tout le monde. Le système marche grâce à une chaîne qui fait 8 km de long et qui est amarrée d'un bout à l'autre du souterrain. Et c'est grâce à ça, grâce au treuil, que le tueur avance et tracte les bateaux. Aujourd'hui, 3 bateaux sont accrochés derrière le tueur. Et c'est parti pour 2h30 de traversée entre 2 départements. Le convoi entre dans l'Aisne et ressortira dans le nord. C'est armé de pelles et de pioches que les ouvriers ont creusé ce tunnel. Il aura fallu 9 ans pour en arriver à bout. Ces marques sur la paroi témoignent de chaque coup de pioche donné il y a 2 siècles. Tracté à l'origine à dos d'homme, c'est ensuite derrière un toueur à vapeur que se faisait la traversée. Le tunnel n'étant pas équipé d'aération, de nombreux mariniers sont morts par asphyxie. En 1910, le toueur électrique fait son apparition, le même qui tracte le Kéros aujourd'hui. Ce système, c'est une fierté pour Jean Pascal qui surveille et entretient ces 2 moteurs d'origine. C'est 2 moteurs de 35 chevaux qui datent de 1913 et qu'on continue d'entretenir et qui marchent court. Le passage dans le tunnel, c'est aussi un temps de pause obligatoire. En pleine journée, c'est un événement rare sur le Kéros. C'est un moment de pause, on a 2 heures pour nous, pour se relaxer, on se met un film, on discute entre nous. C'est une parenthèse dans la navigation. On ne sait plus le temps qu'il fait, on ne sait pas l'heure qu'il est. On est dans une caverne. Avant, il n'y avait pas 3 bateaux comme maintenant, il y avait jusqu'à 30 bateaux. Et la tradition, c'était qu'une fois les bateaux attachés, au moment où on rentrait dans le tunnel, tout le monde avait préparé la pâte à crêpes, les accordéons. Et tout le monde partait sur un seul bateau, on faisait les crêpes, on jouait de la musique, on chantait pendant les 2 heures du tueur. La sirène annonce la sortie du tunnel. Le Kéros retrouve les lumières du Nord. Dans 2 jours, il atteindra la frontière belge, la fin du voyage pour les Lyonnais. Ils ont découvert au rythme d'une péniche une autre facette de leur pays. Voyager sur le bateau, ça permet de découvrir à la fois une autre France parce que c'est aussi un peu l'arrière. Parfois, on voit des rues, là, on a des arrières de jardins, on a des arrières. Et c'est la France, oui, la France différemment, la France des pêcheurs, la France des éclusiers, des plaisanciers, des mariniers, la France fluviale. Il reste encore 5 jours de navigation avant d'atteindre la Hollande pour livrer le chargement. D'autres passagers seront accueillis à bord du Kéros. Gilles et Marine ont bien l'intention de continuer à transmettre leur passion pour ce mode de vie. Nous quittons les canaux pour le centre de la France, dans une région peu connue, la Brenne.
Une région d'étang créée par l'homme qui offre un refuge exceptionnel à la faune et à la flore. Nicolas Van Ingen est photographe. Il a toujours vécu ici. Ce matin, il s'apprête à décoller en paramoteur pour survoler les étangs de la région. Et hop, c'est parti. Ah, c'est ça qui est magique. Dès qu'on décolle, on passe au-dessus des paysages sauvages, c'est absolument magnifique là. Les étangs couverts de nénuphars, des roselières. Parce qu'on voit tout de suite les formes géométriques, les petites digues, comme cette digue de l'étang qui est là, qui a été faite par la main de l'homme. Il y a probablement 300 ou 400 ou 500 ans. Là, il y a un cerf qui court avec... Ah, génial. Avec des roseaux accrochés dans les bois. Ah, ça, j'ai jamais vu ça. Nicolas nous offre le regard d'un oiseau survolant la Brenne. Des paysages et une faune d'une richesse inouïe qu'il photographie au gré des saisons et des lumières. Un rêve de gosse, mais surtout le plaisir de partager son amour pour sa région. Oh là! Super, il y a 3 biches qui sortent de la roselière là-bas. Ah, 5 biches. Génial. Ah, elles marchent dans l'eau. Oh là, on a l'impression qu'elles marchent dans l'eau, qu'elles marchent sur l'eau. Quelle lumière en plus. Incroyable. La Brenne, c'est 1300 étangs, tous créés à partir du XIIIe siècle pour élever des poissons et nourrir les populations du centre de la France. C'est un petit paradis terrestre. C'est tellement un paradis que les oiseaux, ils arrivent d'Afrique, ils viennent tout droit, ils s'installent ici. La région est devenue un refuge pour plus de 200 espèces d'oiseaux protégés. Bah oui, mais c'est tellement difficile d'accès. Ouais, parce que les nénuphars sont de plus en plus denses, ça se dessèche. Le lendemain matin, Nicolas Van Ingen retrouve son associé Jean-François Elliot, lui aussi photographe animalier. Toute l'année, ils parcourent la planète au gré de leurs reportages, mais c'est ici qu'ils aiment se retrouver entre deux voyages. Ouais, mais le mets pas si large, parce que justement... Hop là. Voilà. Ah oui, il y a un autre trou là, c'est pour ça. Tu vois. Aujourd'hui, ils mettent en place un affût pour photographier la guifette, un des oiseaux emblématiques de la Brenne. C'est OK? C'est bon, t'as qu'à y aller, je vais me débrouiller. Hop. Je passe dans 2 heures? Je passe dans 2 heures, ça marche. Allez, OK. Nicolas et Jean-François vont se relayer toute la journée. Je suis né en Brenne, donc à 7 km de l'endroit où on est ici, là, et j'ai jamais quitté la région en fait. J'ai voyagé pas mal, mais j'habite ici depuis toujours. Moi, je reviens de Namibie, j'y étais deux fois le mois dernier, en juin, là, et puis je vais en Inde en septembre et au Canada en septembre aussi. Et on a toujours plaisir quand on vient à s'immerger dans des coins comme ça, parce que
ce petit coin de nature qu'on a ici, là, ça n'a rien à envier à ce qu'on voit au Botswana ou dans d'autres coins comme ça. C'est de la même richesse, c'est phénoménal au niveau insectes, batraciens, oiseaux, etc. C'est les mêmes densités, c'est vraiment incroyable, quoi. Et on a ça ici, au cœur de la France, juste chez nous, quoi. Peu de gens le voient avec ces yeux-là. C'est dommage parce que c'est un vrai patrimoine. Comme prévu, les guiffettes sortent par centaines pour construire leur nid et nourrir leurs petits. Cet oiseau, appelé ici la mouette des étangs, est un oiseau de mer de la famille des sternes. À quelques mètres de là, Jean-François s'apprête à observer les premiers vols des juvéniles. Tout est calme, tranquille. Les jeunes sont déjà bien costauds, là. Ils volaient, ils décollent de quelques centimètres, ils se reposent, là, ils vont voler dans pas longtemps. Les guiffettes adultes sont arrivés d'un long voyage il y a quelques semaines. C'est ce milieu que les guiffettes adoptent pour venir construire leur nid. Tous les ans, elles arrivent, là. Cet hiver, on était avec elles par hasard, parce qu'on n'était pas là pour elles, mais on était avec elles dans le delta du Niger, entre Mopti et Bamako. Et puis voilà, elles arrivent au printemps pour nicher sur les étangs de Brent, sur les derniers étangs avec des nénuphars. C'est au tour de Jean-François de se camoufler dans la fuite. Non, c'était sympa, mais la lumière est encore un peu dure, quoi. Les petits, ils viennent de naître. C'est des petits tout petits, ils viennent de naître, hein. Ouais. Ils sont des petites boules, là. Tiens, donne-moi un coup de main, j'ai des fourmis. Hop. Voilà, c'est bon. La raison profonde pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on aime ça. Voilà, on est bien dans l'eau, on aime les contacts avec les animaux, la nature, on aime se lever le matin avant l'aube, etc., être dans la rosée, sentir des odeurs, etc. On aime ça et on essaie de faire partager cette chose-là. Donc on espère, avec nos images, avec les bouquins qu'on fait, les projections qu'on peut faire à droite à gauche, que les gens vont partager ces choses-là, qu'ils vont les prendre en compte et qu'ils vont finir par aimer ça aussi, et qu'ils vont finir par se dire c'est suffisamment important et beau pour qu'on y mette les moyens pour le sauver. Pour préserver cet écosystème, les professionnels du parc naturel de la Brenne surveillent l'état des plans d'eau. Cette année, Stéphane Rialin vérifie la bonne santé de l'un des plus vastes étangs du site, le Grand Mai. Nous sommes sur une zone de nénuphars sur lesquelles vraisemblablement nichent beaucoup de guiffettes. On les entend, elles volent autour de nous. Donc avec un cri d'alerte, il y a une alerte parce que nous sommes les intrus qui arrivons sur leur zone de nidification. On approche en fait et du coup les oiseaux viennent, crient, des cris d'alarme, des cris d'alerte, des cris pour faire fuir le potentiel prédateur, en l'occurrence nous ce matin. Pour Stéphane, certains indices ne trompent pas. Voilà, ce qui était un nid de guiffette. Alors c'est un vestige de nid, peut-être un ancien nid. Le nid va flotter au-dessus de l'eau. C'est pour ça que s'il y a un gros orage, le niveau d'eau peut monter brutalement et noyer éventuellement les couvées. C'est simplement une végétation aquatique qui va flotter et le nid va flotter sur l'eau, accroché à quelques brins de végétation. Un peu plus loin, l'ingénieur reconnaît le cri d'un autre oiseau typique de la Brenne. On entend, si on distingue bien, le cri assez rauque du héron, le croc, un son un peu comme ça. Stéphane est rassuré sur la présence de ces oiseaux. Il n'ira pas plus loin pour ne pas les déranger. Pour lui, la visite est concluante. Le plus vieil étang de la Brenne reste un jardin d'Éden. On est vraiment sur un paysage remarquable. Remarquable parce qu'on est entouré de végétation aquatique. Remarquable parce qu'il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux, elles aussi remarquables, qui nichent dessus. Bon, tout ça mis bout à bout fait qu'on est en effet sur un petit paradis naturaliste. Petit paradis dans lequel nous sommes privilégiés parce que très peu de personnes y viennent. C'est aussi pour ça qu'il est préservé. Imaginez 25 pédalos du matin au soir sur un site comme celui-ci, il n'y aurait quasiment plus rien. Donc voilà, on est bien sur un site protégé. Tout ça mis bout à bout fait qu'on est sur un site remarquable.
Là, il y avait eu le premier chantier, là, ici. Ouais. D'arrachage. Là, c'était une zone d'arrachage. Oh, c'est impressionnant comment c'est reparti. Ouais. Pourtant, depuis 3 ans, une partie de ces étangs est menacée par cette jolie fleur jaune, la Jussie. Une brigade, dirigée par Stéphane Rialin, a même été créée pour lutter contre son expansion. Regarde la longueur. T'as vu comment ça ramifie? Regarde comme ça ramifie. L'important, de toute façon, c'est d'avoir le système racinaire, parce que si tu la casses, en fait, ça sert à rien. T'as raison, elles sont longues. Ça fait quoi, là? Ça fait un pied et ça part. Ça te fait... T'as vu ce que tu as ça en dehors de l'eau, et puis t'as quasiment 80 cm dans l'eau. Donc là, vous voyez une Jussie, donc, qui est une espèce qui est originaire d'Amérique du Sud, qui a été introduite en France dans les bassins d'agrément ou dans les aquariums. Et puis, de fil en aiguille, les gens en nettoyant leurs aquariums, par méconnaissance de l'espèce, souvent, le jettent dans la nature, ou dans une petite mare, ou le lavent dans l'évier, et puis ça part. Et cette espèce, en fait, elle se développe et elle couvre de grandes étendues. Malgré une campagne d'arrachage l'an dernier, l'invasion continue et le plan d'eau est asphyxié. En fait, les canards ne peuvent pas nicher là-dessus. C'est beaucoup trop épais. Voilà, effectivement, tu n'imagines pas une canne avec ses poussins circuler dans un tel herbier. C'est pas possible du tout. Ouais. On le voit bien, hein. T'as pas d'oiseaux. Hein. On est arrivé ce matin pas de bonne heure, il n'y a rien. Pas de grenouilles. Pour la brigade du parc, direction l'autre côté de l'étang pour une solution plus radicale. Il faut le vider puis l'assécher pour pouvoir brûler la Jussie. C'est ici que se trouve la bonde qui permet de vidanger l'étang. Elle n'a pas été ouverte depuis plusieurs dizaines d'années. Ça, c'est parfait. Ça va laver la vase. La propriétaire de l'étang surveille le bon déroulement des opérations et se souvient de l'arrivée de la Jussie. Le fleur jaune est venu à peu près il y a 5 ans, 5-6 ans. La première fois, il y a un petit 2-3 fleurs au bord de l'étang. On l'a trouvé plutôt jolie parce que c'est sympathique d'avoir quelques fleurs. Et puis, 3e année, ça commence à nous inquiéter quand même, parce que ça envahit vraiment. C'est bon? Tiens, ça coule. Ouais, c'est bon. Bon, ça va, la cale n'est pas trop grosse. L'étang commence à se vider et l'eau s'écoule entre les mailles des filets installés pour la filtrer. Il y a toujours le risque qu'un petit morceau de Jussie se décroche, une racine flotte, un petit bout soit mangé par un animal et va venir en fait aspirer par la chasse d'eau de la bonde. Ce serait quand même dommage que par accident on contamine l'étang du propriétaire qui est un petit peu en dessous, qui n'en a pas lui de Jussie. Cinq jours plus tard, Stéphane et la brigade sont de retour sur l'étang. Le plan d'eau est presque vide, mais avant de brûler la fleur envahissante, il faut recueillir les poissons. L'idée et l'objectif, c'est d'encercler le poisson. Donc on déroule un filet pour entourer la pêcherie, et après on le resserre tranquillement pour ramener le poisson vivant dans une grosse poche. Super, pas de problème. On se dépêche parce qu'il d'abord il fait chaud, donc il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans l'eau. Et les poissons, on les capture vivants, donc il faut les mettre vivants dans les bassins pour qu'ils puissent partir en pisciculture. Gérard Nourry est pisciculteur. Au premier coup d'œil, il constate les conséquences de l'invasion de la Jussie sur les poissons. Les carpes sont plus petites que d'habitude. Il suffirait d'enlever une écaille et puis de regarder le nombre de stries. Chaque strie correspond à une année. Alors on en aperçoit une dizaine. Donc c'est un poisson qui a une dizaine d'années devrait faire au moins 10 kilos. Il y a une explosion de Jussie, donc les poissons ont eu très peu d'espace vital pour pouvoir se développer. On pèse ça et puis on ramasse les... Pourtant, depuis 700 ans, la carpe vivait dans ces étangs, sans jamais avoir été menacée. Tous les étangs de Brenne ont été créés pour élever ce poisson particulier,
qui a été introduit en France au XIIIe siècle pour approvisionner les villes. En Brenne, on pouvait atteindre Tours, Poitiers, Châteauroux, Loches probablement. Et ça, c'est dû à la formidable résistance de ce poisson qui peut être transporté vivant, parfois presque à sec, en la mettant dans l'eau régulièrement, sur plusieurs jours. C'est le chaud, là. Bonne nouvelle en revanche, la brigade repêche cette petite tortue, la cistude, la mascotte de la Brenne. C'est un bébé. Vous voulez Un la prendre petit en mâle. photo? Oh, c'est trop mignon. Pour la plus grande joie de la propriétaire, elle a survécu à l'invasion. Il est tout seul? Bon, avec 2 étangs comme vous avez, à mon avis, plusieurs dizaines de cistudes. Hein. Ce serait étonnant qu'on ait qu'une seule oui, tout cistude seul, ici. c'est pas possible. Oui. Le parc naturel abrite 100 000 de ces tortues d'eau douce, une espèce protégée. Une tortue, quand elle va pondre, elle peut faire plusieurs kilomètres. Hein. Elle peut sortir de l'étang, elle va faire le tour de l'étang, le tour du petit bois qui est derrière, pour trouver une prairie ou un buton, une petite zone de sable pour creuser. Là, elle va libérer l'eau qu'elle aura pris dans l'étang avant de partir pour ameublir le sol. Elle creuse, elle pond et elle repart donc dans l'étang. Donc souvent, au moment où elles vont pondre, il y a beaucoup d'accidents sur la route. Elles se font écraser puisqu'elles traversent les routes, bien sûr. Et il ne faut surtout pas la prendre quand on envoie une sur la route parce que du coup, on la stresse, elle libère son eau. Et donc, il faut qu'elle retourne à l'étang chercher de l'eau et c'est extrêmement épuisant pour elle. Carrément cuire celle-là. Fin de la journée. Tout le monde se retrouve autour de Jacques Clément, un chef cuisinier qui a remis la carpe au goût du jour. Ce serait un peu rapide. Ce serait trop rapide. L'oraison un peu. En fait, en Brenne, on connaissait que la carpe farcie. C'était pas un poisson très noble, le brochet, le cendre, la perche, tout ça, mais pas la carpe. La carpe était un poisson souvent qui était réputé pour avoir le goût de vase, pas très bon. Non, la frite de carpe, c'est devenu presque une spécialité locale. Pas très vieux, les labradors. En fait, il vous propose un autre modèle. C'est terminé pour aujourd'hui. Pour la brigade du parc, il reste encore à brûler la Jussie quand le plan d'eau sera asséché. L'alternance du feu et du gel de l'hiver devrait détruire définitivement les cellules de la plante. Mais la Jussie n'est pas le seul ennemi qu'il faut combattre aujourd'hui dans les étangs de la Brenne. Depuis quelques années, certains ont été colonisés par un autre envahisseur invisible à la surface de l'eau. Je vous montre une écrevisse énorme. J'ai rarement vu des écrevisses aussi grosses. Il y en a énormément, quasiment 3 à 4 fois plus que d'habitude. Ça veut dire qu'on est sur un étang en pleine colonisation sûrement. Ça veut dire qu'on est sur un étang où il va y avoir d'énormes bouleversements écologiques, ça c'est sûr. L'écrevisse de Louisiane est une bombe à retardement. Elle se reproduit très vite et dévore tout sur son passage. Identifiée en Brenne en juillet 2007, c'est aujourd'hui l'ennemi numéro 1 du parc. On pourrait presque dire qu'elle a gagné la première bataille puisqu'elle s'est installée, mais on va réagir, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On va essayer de comprendre son comportement, de trouver la meilleure solution pour lutter contre. Ça peut être des nasses, ça peut être des poissons. L'objectif, c'est vraiment de trouver la meilleure réponse pour pouvoir conseiller les propriétaires quant au choix de la technique de lutte. Ah, il y en a même qui tombent là. Sur l'étang d'à côté, justement, un propriétaire, Guy Cholet, relève ses nasses. Et je les ramasse une par une parce qu'il faut les compter. Là, il y en a au moins une vingtaine, sinon pas de plus. Des fois, il y en a 30. Comme la Jussie, l'écrevisse de Louisiane est extrêmement envahissante. Elles sont belles, celles-là. Ça reproduit comme les mouches. Aïe! Là encore, c'est par négligence que cette espèce est arrivée dans les étangs. Ben, c'est que ça a été amené par quelqu'un. Et puis, ça s'est envahi partout. Puis maintenant, on n'arrivera pas à s'en défaire. Parce qu'il y a des animaux qu'on peut arriver à détruire, mais ça, c'est indétruisable. Oui, oui.
Pourtant, la brigade espère se débarrasser de cette menace. Et pour trouver la meilleure stratégie, il faut bien connaître son adversaire. C'est l'objectif de cette expérience scientifique, compter les écrevisses avec les stagiaires du parc. Une femelle non marquée de 10 cm, donc pour 35 grammes. Chaque crustacé capturé est marqué au vernis à ongles. C'est le seul produit qui résiste à l'eau, donc c'est le seul moyen de pouvoir les repérer. Les écrevisses répertoriées seront remises à l'eau pour suivre leur évolution dans les prochaines semaines. Mais déjà, les premières conclusions offrent une lueur d'espoir aux scientifiques. On a 5 étangs, 5 codes couleurs et on s'aperçoit qu'on n'a pas d'écrevisses marquées avec un code des étangs qui sont en amont ou en aval. Ça veut donc dire qu'on n'a pas eu d'échange entre les étangs qui sont autour. C'est le petit côté positif. Voilà. Notre voyage en Brenne touche à sa fin. Stéphane Rialin nous convie dans un endroit unique en France, un des plus protégés aussi. Une base militaire strictement interdite aux civils. Ce site est un centre stratégique de transmission de la Marine nationale. La brigade du parc a obtenu il y a 2 ans l'autorisation exceptionnelle de travailler dans la zone. 500 hectares de nature sont laissés à l'état vierge. Résultat, l'endroit est devenu un sanctuaire pour les hérons. Avant l'émigration d'automne, les scientifiques comptent la colonie. Du jeune pourpré. Bioraux, pas mal. Il y a une belle il y a représentativité des bioraux. Hein. Il y a les garde-bœufs aussi, là, les jeunes garde-bœufs, on les voit. C'est une zone où les hérons viennent, arrivent d'Afrique, s'installent, vont faire leur nid, pondre, élever les jeunes et repartir plus tard, on va dire juillet, août, septembre, en Afrique. On trouve ici des hérons pourprés, mais aussi des espèces plus rares, comme le crabier chevelu ou la grèbe huppée, des oiseaux protégés. Là, un bureau, on a du héron pourpré. Stéphane Mazurier, le commandant de la base, ne manque jamais la visite des ingénieurs du parc pour prendre des nouvelles de ces hérons. Pour moi, cet endroit, je qualifierais de fantastique, voire extraordinaire. En fait, je l'ai découvert lorsque j'ai pris mon commandement il y a 1 an maintenant. Je veux dire, je savais que je venais commander une station de transmission de la Marine nationale, mais je n'aurais pas deviné toute cette biodiversité animale et végétale. 2 mois plus tard, les hérons, les guiffettes, les oies et tous les autres oiseaux migrateurs partent pour le grand voyage. Ils s'envolent en direction de l'Afrique, à plus de 5000 km. Ils reviendront l'année prochaine, retrouver leurs étangs, nicher et se reproduire dans ce petit coin de paradis.